Bonjour, donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la correction d'un contrôle de première sur le second degré. Donc on va toucher aux fonctions polynomiales de degré 2, aux polynômes de degré 2, aux courbes représentatives, c'est-à-dire aux paraboles et tout ça. Beaucoup d'exercices, 5 en tout, tous un peu différents. Il faut savoir faire les 5. À vous de jouer. Alors, dans l'exercice 1, on vous demandait de résoudre une inéquation dans R. On y va. Donc, pour résoudre une inéquation de ce type, c'est-à-dire du second degré, eh bien, dans un premier temps, il va falloir que je m'arrange pour avoir un des membres qui soit égal à 0. Je décide que ça va être le membre de droite. Dans ce cas-là, je vais rajouter 2x au carré des deux côtés de mon inégalité. Je vais retirer 8x des deux côtés de mon inégalité. Donc, cette inéquation est équivalente à cette inéquation-là, c'est-à-dire x au carré moins 7x moins 252. J'ai rajouté 2x au carré des deux côtés, donc plus 2x au carré, et j'ai retiré 8x, donc moins 8x, inférieur ou égal à 0. Si je réduis, eh bien, j'ai x au carré plus 2x au carré, ça me donne donc 3x au carré, moins 7x moins 8x, ça me donne moins 15x, et moins 252 inférieur ou égal à 0. Donc cette inéquation est équivalente à la première. Je remarque que cette inéquation est du second degré avec A qui vaut 3, le coefficient dominant, B qui vaut moins 15, coefficient devant x, et C qui vaut moins 252, ici mon terme constant. Je peux calculer le discriminant qui vaut b carré moins 4ac en appliquant ma formule à mon exercice. B carré, ça me donne donc moins 15 au carré, moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois 3 fois moins 252. J'obtiens donc que le discriminant est égal à 3249. Je me rends donc compte que le discriminant est strictement positif et que donc, eh bien, le polynôme du second degré que je suis en train d'étudier, donc 3x au carré moins 15x moins 252, admet exactement deux racines réelles distinctes que je vais calculer. La formule de x1, c'est que x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. J'applique cette formule avec a qui vaut 3, b qui vaut moins 15 et delta qui vaut 3249. Et j'obtiens donc que la racine x1 est égale à moins 7. Je calcule x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui donne moins 15 plus racine de 3249 sur 2 fois 3, ce qui donne 12. Donc, ce polynôme du second degré, qui était mon second membre, mon membre de gauche pour l'inéquation, eh bien, en réalité, a deux racines réelles distinctes qui sont moins 7 et 12. À partir de là, je vais pouvoir en déduire le signe du polynôme grâce au coefficient dominant, au A. Donc, je vais dire, or, A est strictement positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe, le A étant strictement positif, graphiquement, ça va vouloir dire que la parabole qui est la représentation graphique du polynôme du second degré, eh bien, elle va être ouverte vers le haut. Et comme j'ai trouvé des racines, moins 7 et 12, eh bien, je sais que l'axe des abscisses va couper la parabole en deux points. Un point qui va avoir comme abscisse moins 7 et un point qui va avoir comme abscisse 12. Donc finalement, je suis capable de trouver le signe de ce polynôme du second degré qui va être positif pour les x allant de moins l'infini à moins 7, négatif quand x appartient à l'intervalle moins 7, 12 et positif quand x est supérieur à 12. Voilà, donc je vais faire ce tableau de signes ici. J'ai donc mon tableau de signes avec dans la ligne des x, de moins l'infini à plus l'infini, je vais avoir les deux valeurs importantes, moins 7 et 12, les deux racines. En dessous, il y a donc des zéros puisque le polynôme vaut 0 en moins 7 et en 12, puisque moins 7 et 12 sont les racines du polynôme. Donc ça veut bien dire que le polynôme s'annule en moins 7 et en 12. Et ensuite, par rapport à la petite courbe que je vous avais représentée, eh bien, on avait dit
positif, négatif, positif. À partir de là, je reviens à mon inéquation et je regarde. On me demandait quand est-ce que le polynôme allait avoir un signe négatif, puisque quand est-ce que le résultat allait être plus petit que 0, c'est-à-dire que mon polynôme a un signe négatif. À partir de là, eh bien, je regarde dans mon tableau de signes où se trouve le signe moins, puisque je cherche quand est-ce que le polynôme est négatif. Donc, quand est-ce qu'il a un signe négatif. Si mon inéquation avait été dans l'autre sens, j'aurais cherché quand est-ce que le polynôme était positif. Je me serais donc intéressé aux signes plus qui sont dans mon tableau. Je peux donc en conclure que l'ensemble des solutions de l'inéquation, donc de l'inéquation de départ, eh bien, c'est l'intervalle moins 7, 12 et l'intervalle qui est fermé puisque moins 7 et 12 sont bien solutions de l'inéquation puisque dans l'inéquation, j'acceptais que mon polynôme éventuellement soit égal à 0. Donc, moins 7 et 12 sont des valeurs que j'accepte dans les solutions puisqu'en moins 7 et en 12, mon polynôme vaut bien 0. Voilà pour cet exercice 1. Pour l'exercice 2, exercice très intéressant aussi avec de l'identification de coefficients. Donc, on me donne une fonction f qui est une fonction polynomiale, vous voyez, de degré 3 puisque je vois des x au cube ici. Dans la première question, on me demande de montrer que 4 est une racine du polynôme f de x. Alors, montrer que 4 est une racine du polynôme, ça veut dire qu'il faut que je montre que f de x s'annule en 4. C'est-à-dire que si à la place de x, je mets 4, eh bien, je dois trouver 0 au résultat. Donc, je vais calculer f de 4. Si je trouve 0, eh bien, 4 est une racine du polynôme. Si je ne trouve pas 0, 4 n'est pas une racine du polynôme. Donc voilà, on revient vraiment à la définition de ce que c'est qu'une racine de polynôme. C'est un nombre qui annule le polynôme. Donc reste à savoir si 4 annule le polynôme f de x. Je calcule donc f de 4, ça me donne 2 fois 4 au cube, moins 18 fois 4 au carré, moins 8 fois 4, plus 192. Si je fais ce calcul, alors soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la calculatrice, eh bien, on trouve 0. Attention, une question qui revient souvent. Ici, quand vous avez le cube ne porte que sur le 4. Hein, donc, si vous faites le calcul, c'est d'abord 4 qui est mis au cube et le résultat qui est multiplié par 2. Ici, pareil, c'est d'abord 4 qui est mis au carré, le résultat qui est multiplié par moins 18. Donc 4 est une racine du polynôme f de x. Ce qui nous amène à la question 2. On nous dit déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x appartenant à R, f de x peut s'écrire x moins 4 fois un polynôme du second degré. Voilà. Donc f de x, vous voyez, c'est un polynôme du troisième degré. Visiblement, il serait factorisable par x moins 4. Alors qu'est-ce qui nous dit ça? Eh bien, donc ça, c'est un résultat qu'on n'est pas censé connaître en première, c'est pour ça que l'énoncé nous le donne. Mais si 4 est une racine de f de x, ça veut dire que f de x va être factorisable par x moins la racine, donc par x moins 4. Donc à nous de trouver le polynôme du second degré par lequel il faut multiplier x moins 4 pour retomber sur le polynôme du troisième degré du début d'exercice. Donc je vais commencer par développer la forme factorisée qui est là. Le but va être de la faire ressembler à la forme développée qui est au-dessus. C'est parti. Donc, je pars de la forme factorisée. Pour l'instant, je ne sais pas encore si f de x peut s'écrire comme cela. Donc, en réalité, je m'intéresse au développement de cette forme factorisée, mais je n'écris pas que f de x vaut cette forme factorisée. Je développe donc x fois ax au carré, ax au cube, x fois bx plus bx au carré, plus x fois c, donc plus cx, plus moins 4 fois ax au carré, donc moins 4ax au carré, moins 4 fois bx, donc moins 4 fois bx, et moins 4 fois c, donc moins 4c. À partir de là, mon but, c'est de faire ressembler cette forme-là à la forme de f de x qui est ici.
Donc, je vais réduire mon expression, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, les x au cube sont ensemble, les x au carré sont ensemble, les x sont ensemble et mon terme constant est bien tout seul derrière. Donc, il faut que je mette sous cette forme-là. Pour l'instant, j'ai bien les x au cube qui sont ensemble, puisque j'en ai que là, donc ax au cube. Par contre, les x au carré, il y en a b ici et il y en a moins 4a ici. Donc, en tout, des x au carré, il y en a b moins 4a. J'ai factorisé par x au carré dans ce terme et celui-là. Donc b moins 4a. Plus dx. Dx, ici, il y en a c. Et ici, il y en a moins 4b. Donc en fait, dx, j'en ai c moins 4b. À partir de là, il ne me reste plus que derrière moins 4c. Voilà. Donc, j'ai ma forme développée de cette expression-là qui dépend du coup forcément de A, de B et de C. Donc, par identification des coefficients, pour tout x appartenant à R, eh bien, f de x va pouvoir s'écrire sous cette forme-là, si et seulement si quoi? Si et seulement si, vous voyez cette forme-là en fait, c'est celle-là. Et f de x peut s'écrire comme ça. Donc, il va falloir que j'identifie les coefficients. Donc, vous voyez, pour que f de x s'écrive sous cette forme, il faut que, ici, le a soit égal, donc le a de cette forme-là, donc ce qui accompagne x au cube, eh bien, soit égal à ce qui accompagne x au cube dans f. Dans f, x au cube, le coefficient devant, c'est un 2. Donc, si je veux que cette forme-là soit la même que celle-là, eh bien, il faut forcément que le coefficient a soit finalement égal à 2. Donc, j'écris que a doit être égal à 2. Ensuite, dans f de x, le coefficient devant x au carré, c'est moins 18. Et dans cette forme-là, le coefficient devant x au carré, c'est b moins 4a. Donc, si je veux que les deux formes soient égales, il faut que moins 18 soit égal à b moins 4a. Donc, je veux que b moins 4a soit égal à moins 18. Ensuite, pour que les deux formes soient égales, il faut que le coefficient devant x, qui ici vaut c moins 4b et qui ici vaut moins 8, soient égaux. Donc, il faut que c moins 4b soit égal à moins 8. c moins 4b égale moins 8. Et enfin, le terme constant qui vaut ici moins 4c doit être égal au terme constant de f de x, c'est-à-dire à 192. Donc ça veut dire que moins 4c vaut 192. Donc, je répète une dernière fois, pour que f de x puisse s'écrire sous cette forme-là, comme cette forme-là, quand elle est développée, elle vaut ça, eh bien, il faut que cette forme développée soit la même que la forme développée de f de x. Et donc, je n'ai pas le choix. Le coefficient devant x au cube doit être le même dans les deux formes. Le coefficient devant x au carré doit être le même dans les deux formes. Donc, b moins 4a doit valoir moins 18. Le coefficient devant x doit être le même dans les deux formes. Donc, c moins 4b doit être égal à moins 8, ce que j'ai marqué ici. Et le coefficient constant ici doit être le même dans les deux formes. Donc, moins 4c doit être égal à 192, ce que j'ai écrit ici. Donc, si je résous mes équations, eh bien, donc a est égal à 2. Ensuite, b moins 4 fois 2 égale moins 18, puisque b moins 4 fois a est égal à moins 18. Si le a vaut 2, je remplace donc le a par 2 et j'obtiens cela. Ensuite, le c ici est égal à 192 divisé par moins 4, ce qui fait moins 48. Et donc, si c vaut moins 48, eh bien l'équation ici, la troisième ligne, eh bien me donne moins 48 moins 4b égale moins 8. Donc c'est encore équivalent ce système à dire que a vaut 2. B égale moins 10. Pourquoi B égale moins 10? Puisque B moins 8, puisque 4 fois 2 fait 8. Donc B moins 8 égale moins 18. Ce qui veut dire que B est égal à moins 18 plus 8, ce qui fait moins 10.
Ici, C vaut toujours moins 48, on l'avait déjà trouvé. Et donc, dans la troisième ligne, eh bien, je commence à isoler moins 4b. Donc, le moins 48, je vais rajouter 48. Ça va me donner moins 4b égale moins 8 plus 48, ce qui donne en fait 40. Donc, moins 4b égale 40. On obtient donc le système suivant qui est équivalent, A égale 2, B égale moins 10, B égale moins 10 puisque B égale 40 divisé par moins 4, donc moins 10, et C vaut moins 48. Ce système est donc tout à fait possible. Vous voyez, je n'ai pas trouvé d'incohérence dans les deux B que j'ai trouvés. Il aurait pu se passer une incohérence. Si s'était passé une incohérence, si j'avais trouvé B égale moins 10 et dans la ligne d'après, B égale 40, eh bien dans ce cas-là, ce système n'aurait pas été possible. Comme tous ces systèmes sont équivalents, si celui-là est impossible, eh bien cela est impossible. Ce qui voudrait dire qu'en fait, on ne pouvait pas trouver de coefficients A, B et C pour que f de x s'écrive sous cette forme-là. Ici, tout est cohérent, ce qui veut dire que ce système est possible. Donc, c'est équivalent à dire que celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, et que donc ça, c'est possible pour le A qui vaut 2, le B qui vaut moins 10 et le C qui vaut moins 48. Je peux donc conclure que pour tout x appartenant à R, f de x peut s'écrire x moins 4, facteur 2, et là je remplace A vaut 2, donc 2x au carré. Ensuite, B vaut moins 10, donc moins 10x, et plus C, donc moins 48. Voilà, cette écriture-là, cette expression-là est une autre expression possible de la fonction f. C'est une forme factorisée. Alors peut-être pas factorisée au maximum, mais comme mon opération principale ici, c'est quand même une multiplication, c'est bien une forme factorisée. Voilà pour cette question 2. Si jamais vous doutez de cette écriture-là, eh bien, redéveloppez, développez tout ça, et vous allez retomber sur cette forme développée ici de début d'exercice. Dans la question 3, on me demande de résoudre dans R l'équation f de x égale 0. D'après la question 2, je sais que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x moins 4 facteur de 2x au carré moins 10x moins 48. Donc, dans R, f de x égale 0, l'équation f de x égale 0 est en fait équivalente à dire que x moins 4 facteur de 2x au carré moins 10x moins 48 est égal à 0. Effectivement, puisque cette expression est une expression de la fonction f. Alors attention, ne tombez pas dans le piège quand vous voulez résoudre cette équation de remplacer f de x par l'expression développée. Car avec l'expression développée qui est du troisième degré, eh bien, vous ne sauriez pas résoudre cette équation. C'est d'ailleurs pour ça que l'exercice vous a permis de factoriser f de x, puisque désormais, lorsque le f de x est factorisé, eh bien, on va pouvoir s'en sortir avec une petite propriété vue au collège qui dit que lorsqu'un produit vaut 0, c'est que l'un au moins des facteurs vaut 0. Donc finalement, eh bien, cette équation est équivalente à dire que x moins 4 égale 0 ou 2x au carré moins 10x moins 48 est égal à 0. Ce qui est encore équivalent à dire que x égale 4 ou que ce polynôme du second degré vaut 0. Alors quand on en est là, on a donc déjà trouvé une solution de l'équation f de x égale 0 dans R qui est x égale 4. Donc maintenant, il nous reste à nous intéresser à la résolution de cette équation en vert. Cette fois-ci, cette équation en vert, eh bien, on va pouvoir la résoudre puisqu'elle est du second degré. Donc, je vais utiliser la méthode que je connais pour les équations du second degré. Donc, vous voyez, d'une équation du troisième degré, puisque f de x, je vous rappelle que c'est un polynôme de degré 3, eh bien, j'arrive à me ramener à une équation du premier degré à résoudre et une équation du second degré. Donc, finalement, je vais réussir à résoudre une équation du troisième degré.
Je vais donc m'intéresser à la résolution simplement de l'équation en vert, puisque maintenant, je n'ai plus qu'à travailler dessus. Cette équation est du second degré avec A qui vaut 2, B qui vaut moins 10 et C qui vaut moins 48. Le discriminant vaut B carré moins 4AC, donc si j'applique en remplaçant, eh bien je vais trouver que le discriminant est égal à 484. Le discriminant est donc strictement positif. Donc finalement, l'équation que je suis en train d'essayer de résoudre, l'équation verte, eh bien, admet exactement deux solutions réelles distinctes. Donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. J'ai donc remplacé b, delta et a par les valeurs de mon exercice. J'obtiens moins 10 moins racine de 484 sur 2 fois 2, ce qui me donne moins 3. Donc j'ai déjà une première solution de mon équation verte qui est moins 3. Et donc x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. J'ai remplacé et ça me donne 8. J'ai donc les deux racines réelles de cette équation verte qui sont moins 3 et 8. Donc finalement, j'ai cette équation rouge qui m'a donné une solution qui était 4. Et cette équation ici, verte, eh bien, elle a deux solutions qui sont moins 3 et 8. Donc finalement, l'équation f de x égale 0 eh bien, a trois solutions qui sont 4, moins 3 et 8. Voilà, donc f de x égale 0 a trois solutions, 4, moins 3 et 8. Alors j'ai parlé des trois solutions, j'aurais pu dire l'ensemble des solutions de l'équation est, dans ce cas-là, j'aurais dû noter entre accolades. Alors pour information, on peut vérifier nos résultats en traçant la courbe représentative de la fonction f, le fameux polynôme du troisième degré, et en regardant du coup quand est-ce que cette courbe coupe l'axe des abscisses, puisque je m'intéressais à l'équation f de x égale 0. Donc je cherchais les x dont l'image était 0. Donc sur un graphique, ça se représente tout simplement par là où la courbe va couper l'axe des abscisses, donc les fameuses abscisses. Ici, on voit que la courbe représentative de la fonction f que j'ai tracée sur GeoGebra, eh bien on voit que la courbe coupe l'axe des abscisses en 3 points qui ont pour abscisse moins 3, 4 et 8. On retrouve bien que les solutions de l'équation f de x égale 0 sont moins 3, 4 et 8. Voilà pour cet exercice. Pour l'exercice 3, on nous dit une pierre est lancée au bord d'une falaise. La hauteur de la pierre est modélisée par la fonction polynomiale de degré 2 définie par, pour tout t appartenant à grand R, h de t, donc h comme hauteur, égale à moins t carré plus 1,5t plus 5. h de t représente la hauteur de la pierre exprimée en dizaines de mètres en fonction du temps exprimé en secondes. Première question, la pierre étant jetée de la falaise au temps t égale 0, déterminez la hauteur de la falaise. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pierre, au temps t égale 0, on va la jeter, mais elle n'est pas encore partie de la falaise. Donc ça veut dire que la hauteur où se trouve la pierre, c'est finalement la hauteur de la falaise. Donc en fait, si je veux la hauteur de la falaise, ça correspond à la hauteur de la pierre au temps t égale 0. Or, si je fais le calcul de h de 0, pour savoir la hauteur de la pierre au temps t égale 0, donc je remplace dans ma formule qui est ici, ça me donne moins 0 au carré plus 1,5 fois 0 plus 5. Donc j'ai juste remplacé t par 0. Évidemment, on trouve 5, puisque 0 au carré donne 0, 1,5 fois 0 donne 0, donc tout ça vaut 0, donc finalement, il me reste 5. Je vous rappelle que dans l'énoncé ici, on vous avait dit que h de t représentait la hauteur de la pierre exprimée en dizaines de mètres. Donc quand vous trouvez 5, c'est 5 dizaines de mètres. Donc ça veut dire que ça fait 50 mètres, puisque 5 dizaines de mètres, ça fait donc 5 fois 10 mètres. Donc ça fait 50 mètres. Dans la question 2a, on me demande de déterminer la forme canonique de la fonction h. Donc là, ça va juste être les formules à appliquer. Donc pour trouver la forme canonique d'un polynôme du second degré, eh bien, je dois calculer alpha et bêta. Alpha est égal à moins b sur 2a. Alors, petit rappel, a va être égal à moins 1, c'est le coefficient devant t carré.
B va être égal à 1,5 et C est égal à 5. Donc là, j'ai juste besoin de B et de A, donc de B qui vaut 1,5 et de A qui vaut moins 1. Ça me donne donc moins 1,5 sur 2 fois moins 1, ce qui vaut 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. On peut laisser comme avec l'écriture fractionnaire. Et bêta est égal à l'image de alpha par, alors j'ai mis F, mais bien entendu, c'est par H. Et donc, je dois remplacer T par alpha dans l'expression de la fonction H. J'obtiens donc moins alpha au carré plus 1,5 alpha plus 5. Alors, si vous voulez, vous pouvez dès maintenant remplacer alpha par 3 quarts, hein, puisqu'on le connaissait. On pouvait directement marquer moins 3 quarts au carré plus 1,5 fois 3 quarts plus 5. Voilà. Également, vous pouviez aussi faire avec 0,75. 3 quarts et 0,75, hein, c'est exactement le même nombre. Ce n'est pas une valeur arrondie, c'est une valeur exacte, 0,75. Donc, vous pouvez aussi écrire ça en mettant 0,75 à la place de 3 quarts. Cela nous donne bêta égale 89 16e. On peut donc écrire la forme canonique. Donc, petit rappel de la formule, pour tout t appartenant à grand R, la forme canonique, c'est h de t égale, alors encore une fois, c'est pas x, mais c'est t. Donc, ça va être a fois t moins alpha au carré plus bêta. Je remplace a par le coefficient dominant, moins 1, alpha par 3 quarts, bêta par 89 16e. Donc, h de t est égal à moins t moins 3 quarts au carré plus 89 16e. Voilà la forme canonique pour H. On me demande ensuite de dresser le tableau de variation de la fonction H, puis de déterminer la hauteur maximale atteinte par la pierre ainsi que le temps auquel cette hauteur est atteinte. Donc, tableau de variation d'abord. Alors, qui dit tableau de variation dit forme canonique pour les polynômes du second degré. Donc, pourquoi? Eh bien parce que le tableau de variation, ça donnera toujours soit un tableau de variation comme celui-là avec alpha, bêta, si jamais le coefficient dominant de H, c'est-à-dire le A, était positif, ce qui n'est pas notre cas, nous le A vaut moins 1, hein, donc on n'est pas dans ce cas-là. Donc c'est soit ce cas-là si A est positif, soit si A est négatif, eh bien on est dans ce cas de tableau de variation. Donc nous, c'est notre cas. Donc je vais justifier mon tableau en disant car A est strictement négatif. Du coup, la parabole est ouverte vers le bas, donc ça va d'abord être H croissante puis H décroissante. Alpha et bêta, eh bien, il suffit que je les remplace par leur valeur 3 quarts et 89 16e. Voilà qui est fait. Je mets donc un petit donc, histoire de faire du lien. J'ai mon tableau de variation qui vient me répondre à la question 2b. Alors, on me demandait du coup la hauteur maximale de la pierre. Alors, vous voyez ici la hauteur, hein, c'est ici que ça va se lire. La hauteur augmente, puis diminue. Il y a donc une hauteur maximale qui vaut 89 sur 16. Alors, attention, 89 sur 16, dans ma phrase réponse, il va falloir que je le multiplie par 10, puisque la hauteur est en dizaines de mètres. Donc la hauteur maximale de la pierre est de 89 16e de dizaines de mètres. C'est-à-dire, en fait, si je calcule la valeur approchée de 89 sur 16, eh bien c'est 5,56. Donc moi, comme je suis en dizaines de mètres, je fais x 10, donc 55,6 mètres. Donc on a une falaise qui est à une hauteur de 50 mètres. La pierre est jetée, elle va monter jusqu'à une hauteur de 55,6 mètres. C'est cohérent tout ça. Cette hauteur est atteinte au temps t égale 3 quarts, donc t c'est en secondes, hein, c'est-à-dire au bout de 0,75 secondes. Voilà pour cette question 2. Pour la question 3, alors il y a marqué 3, mais il n'y a pas de 3b, donc finalement c'est la question 3. Déterminer le temps que la pierre passera en l'air avant de toucher le sol situé à une hauteur de 0 mètre. Donc en réalité, je suis en train de chercher le temps t pour que la hauteur soit égale à 0. Donc en fait, je vais résoudre une équation qui est h de t égale 0. Dans R, dire que h de t est égal à 0, c'est équivalent à dire que moins t carré plus 1,5t plus 5 égale 0. J'ai juste remplacé h de t par
l'expression de l'exercice qui est ici. Je dois donc résoudre une équation du second degré. Je le dis, cette équation est du second degré avec a égale moins 1, b égale 1,5 et c égale 5. Le discriminant delta est égal à b au carré moins 4ac, ce qui est égal à 1,5 au carré moins 4 fois moins 1 fois 5, en remplaçant par les bonnes valeurs, ce qui me donne 22,25, que vous pouvez aussi mettre en fraction si vous le souhaitez. Donc delta est strictement positif. Donc h de t égale 0 admet exactement deux solutions réelles distinctes. Alors ça me donne une première solution t1, donc moins b moins racine de delta sur 2a. Je remplace par les valeurs de l'énoncé. Je tombe sur environ 3,11. La valeur exacte c'est celle-là. Mais pour me donner une valeur, une idée de la valeur, eh bien ici je me mets une petite valeur approchée. Et donc, on a aussi T2 qui est égal à moins B plus racine de delta sur 2A, la valeur exacte, une valeur approchée. Alors, pourquoi les valeurs approchées ici m'intéressent? Déjà, elles vont me parler un petit peu plus. Ensuite, je m'aperçois qu'il y a une des deux valeurs ici qui est négative. Je vous rappelle que moi, je lance une pierre. Donc, le temps T égale 0, c'est le moment où je lâche la pierre. Donc, mon temps négatif qui annule la hauteur, eh bien, il ne m'intéresse pas puisque ça correspond à un temps avant que je la lance. Donc, finalement, à un moment où ma fonction h ne modélisait pas la hauteur de ma pierre à ce moment-là. Donc, pour moi, ici, cette solution ne m'intéresse pas. Donc, je vais dire que c'est impossible, finalement, que mon temps négatif, eh bien, dans mon contexte d'exercice, c'est impossible. Bien sûr, mathématiquement, c'est possible puisque je le trouve. Mais dans le contexte de mon exercice, eh bien, je ne peux pas avoir un temps négatif. Donc finalement, le moment où ma pierre va chuter et toucher le sol en bas de la falaise, eh bien, c'est au bout de 3,11 secondes. Donc la pierre touche le sol au bout d'environ 3,11 secondes. Voilà pour cet exercice. On passe au suivant. Dans l'exercice 4, on me dit soit f, la fonction polynomiale de degré 2 dont la représentation graphique est tracée dans le repère ci-contre. Déterminer à partir des données exploitables du graphique, donc sous-entendu les 3 points qui sont placés ici, une expression de f. Donc si je fais un zoom sur le graphique et que je regarde un petit peu les données exploitables, comme le dit l'énoncé, c'est-à-dire les 3 points A, B et C, eh bien je peux voir les choses suivantes. Je peux voir par exemple que eh bien, pour l'abscisse moins 1 et l'abscisse 5, eh bien, mon point est sur l'axe des abscisses. Donc, ça veut dire que ma parabole coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1 et 5, ce qui veut dire que pour ma fonction f, eh bien, en fait, ma fonction f s'annule en moins 1 et en 5. Donc, ça veut dire que moins 1 et 5 sont les racines du polynôme f de x. Donc, dire que moins 1 et 5 sont les racines du polynôme f de x, ça veut dire que la fonction f admet une expression de la forme pour tout x appartenant à R, f de x égale a fois x moins moins 1 et x moins 5. Puisque en fait, c'est x moins x1 et x moins x2, ma forme factorisée pour un polynôme. C'est-à-dire que si je connais les racines x1 et x2, eh bien, je peux écrire a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, j'ai remplacé x1 et x2 par les deux racines qui m'étaient données par le graphique. La seule chose que je ne connais pas pour l'instant, c'est le a qui, a priori, peut être égal à n'importe quel nombre réel pour le moment, si j'ai juste la condition que moins 1 et 5 sont les racines du polynôme f de x. Si je modifie simplement le moins 1 en plus 1, donc ça me donne a fois x plus 1 fois x moins 5. Il ne me reste plus qu'à déterminer le a. Alors pour déterminer le a, je vais utiliser la dernière donnée qui était sur mon graphique de manière claire, c'est le point C. C'est-à-dire, vous voyez, pour l'abscisse 0, eh bien l'image, c'est moins 12,5. Donc ça veut dire que f de 0, l'image de 0, est égale à moins 12,5. Donc je le dis, or f de 0 est égal à moins 12,5. Mais f de 0, comment je l'aurais calculé avec l'expression? Eh bien en remplaçant x par 0. Donc ça veut dire que si je remplace x par 0 là et là, ce calcul est censé me donner moins 12,5. Donc c'est ce que j'ai marqué. Donc a fois 0 plus 1 fois 0 moins 5 est égal à moins 12,5.
eh bien ça c'est équivalent à dire que a fois 1 fois moins 5, donc 1 fois moins 5, bah, ça fait moins 5 fois a, donc ça fait moins 5 fois a, égale moins 12,5. Ce qui est équivalent à dire que a est égal à moins 12,5 sur moins 5, c'est-à-dire a égale 2,5. Donc j'ai trouvé la valeur qu'il fallait mettre ici à la place de a, en fait c'est 2,5. Donc c'est bon, j'ai déterminé l'expression de f. Et donc je peux dire que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à 2,5 fois x plus 1 fois x moins 5. Voilà pour cet exercice 4. Donc c'est assez intéressant, hein. Rien qu'à partir d'une courbe et quelques informations, eh bien, on arrive à trouver la formule, l'expression de la fonction qui a été tracée. Enfin, pour l'exercice 5, eh bien, on me demande de résoudre dans R l'équation qui est une équation du 4e degré. Voilà, et donc on me propose une stratégie. On me dit on pourra poser grand X égale x au carré. Alors, dans R, l'équation 3x puissance 4 moins 48x au carré moins 675 égale 0 est équivalente à l'équation 3 grand X au carré moins 48 fois grand X moins 675 égale 0 avec grand X qui est x au carré. Et oui, effectivement, si on pose grand X égale x au carré, eh bien l'équation qui est marquée en haut, petit x au carré, s'il est remplacé par grand X, ça va donc me donner ici 48 grand X. Et ici, qu'est-ce qui se passe pour petit x puissance 4 ? Petit x puissance 4, en fait, il se trouve que c'est égal à x au carré fois x au carré. X puissance 4, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, x au carré au carré. Donc, si grand X c'est petit x au carré, eh bien, ça veut dire que petit x au carré, c'est finalement grand X au carré. Je n'ai pas très bien écrit. Donc, grand X au carré. Donc, c'est pour ça que x puissance 4 est lui remplacé par grand X au carré. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, l'intérêt de faire ça, c'est que désormais, une équation qui était du 4e degré, c'est-à-dire je ne savais pas trop comment m'y prendre, eh bien, finalement, je l'ai ramené à une équation du second degré. Alors, attention, parce que ce n'est plus la même variable, hein. C'était du 4e degré quand la variable était petit x. Désormais, ici, mon inconnu, c'est grand X, et donc, c'est du second degré quand la variable, c'est grand X. Donc, je dis que cette équation est du second degré, mais attention, en grand X. En petit x, elle est du 4e degré. Donc, moi, je la vois sous le prisme de grand X. Comme ça, au moins, je la vois comme une équation du second degré et je peux lui appliquer mon cours. J'ai donc petit a qui vaut 3, petit b qui vaut moins 48 et petit c qui vaut moins 675. Le discriminant vaut b au carré moins 4ac. Ce qui donne moins 48 au carré, puisque B vaut moins 48, moins 4 fois 3 fois moins 675, puisque C vaut moins 675. Donc, delta est égal à 10 404. Donc, delta est strictement positif. Donc, cette équation admet exactement deux solutions réelles et distinctes. Alors, attention, notez bien l'équation dont vous êtes en train de parler, parce qu'il se peut qu'elle, elle en ait deux solutions, mais qu'au-dessus, il y ait 4 solutions. Donc faites très attention quand vous parlez des équations à bien les citer. On obtient une première racine grand x1, première solution grand x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. J'applique ma formule, donc j'obtiens une première solution qui est moins 9. Et la deuxième solution, x2, donc la formule de d'habitude, et on trouve 25. Alors maintenant, on va pouvoir faire très attention. C'est-à-dire que j'ai trouvé deux solutions pour cette équation du second degré en grand X. Mais grand X n'était pas notre finalité. Nous, on voulait trouver petit x. Donc, on va reprendre chacune des solutions qu'on a trouvées pour grand X et on va se poser la question, quelle valeur petit x pourrait prendre pour qu'au carré, ça me donne bien soit moins 9, soit 25. Donc, à la suite de ça, on va écrire « Or, dire que grand X vaut moins 9 », ça veut dire que on est en train de dire du coup que petit x au carré devrait être égal
à moins 9. Or, on sait qu'un nombre réel mis au carré ne peut pas être négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que petit x au carré ne peut pas être égal à moins 9. Ça veut dire que l'équation qui me dit que grand X est égal à moins 9 ne va rien m'apporter. Donc, tout simplement, je m'arrête là en disant, eh bien, petit x au carré ne peut pas être égal à moins 9. Donc, finalement, cette solution de grand X, eh bien, je l'oublie. Donc, je le dis, impossible dans R. Et grand X égale 25. Alors, cette solution-là, est-ce qu'elle m'apporte des solutions pour petit x? Eh bien, dire que grand X est égal à 25, c'est équivalent à dire que petit x au carré doit être égal à 25. Et donc, dans R, c'est équivalent à dire que x égale 5 ou que x est égal à moins 5. Donc, finalement, la solution grand X égale 25 nous apporte des solutions pour petit x. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, la toute première équation en petit x, eh bien, elle, finalement, elle va avoir deux solutions qui sont petit x égale 5 et petit x égale moins 5, tout simplement. Donc, dans R, l'équation qui est là a exactement deux solutions qui sont 5 et moins 5. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si ici, par exemple, à la place de grand X égale moins 9, j'avais eu grand X égale 9? C'est-à-dire que cette équation ici avait eu deux solutions qui n'étaient pas moins 9 et 25, mais qui étaient 9 et 25. Du coup, si là c'était 9 et pas moins 9, eh bien x au carré aurait très bien pu être égal à 9, donc ça n'aurait pas été impossible. Donc, x aurait pu être égal à 3 ou moins 3 pour que son carré soit égal à 9. Et du coup, ici, j'aurais eu 4 solutions, puisque j'aurais eu 5, moins 5, 3 et moins 3. Mais ici, comme on avait moins 9, eh bien, la première solution de l'équation en grand X ne nous apporte pas de solution pour l'équation en petit x. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez tout bien compris. Tous les exercices n'étaient pas d'une même difficulté. Le dernier, par exemple, est plus compliqué. Il est peut-être un petit peu moins important que les autres. Donc, si vous l'avez moins bien compris, ce n'est pas extrêmement grave. Concentrez-vous d'abord sur ceux d'avant. À bientôt.